Bonjour, Madame Giard. Bonjour, Joanie. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais que vous répondiez à quelques questions que j'ai ressorties pour vous. On a 6 questions à voir ensemble. La première question, Madame Giard, c'est pour savoir, pour vous, jusqu'à quel point préconisez-vous l'approche holistique de la santé dans votre pratique en tant que conseillère clinique? C'est une très belle question parce que quand je reçois des gens qui viennent me consulter parce qu'ils ont soit un problème émotif, un problème familial, un problème de relation ou un problème d'identité ou un problème de but dans la vie, quand je fais une approche holistique, ça veut dire que je m'intéresse pas nécessairement à uniquement ce problème-là, mais je m'intéresse au mode de vie de la personne, à son milieu, son entourage, sa famille, ses origines, sa culture, parce que tout est un déterminant. Il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer la santé d'une personne. Et ces déterminants-là sont tous liés ensemble. Alors, les déterminants sont, est-ce que la personne est bien dans son corps? Premièrement, est-ce que la personne se reconnaît dans son identité de genre, par exemple? Et ça, il faut en parler. Et est-ce que la personne a un bon sommeil? Est-ce que la personne dort bien? Est-ce que la personne se nourrit bien? Est-ce qu'elle a des activités? Est-ce qu'elle a du plaisir dans la vie? Est-ce que la personne sent qu'elle exprime son talent? Est-ce que la personne sent qu'elle est en sécurité? Est-ce que la personne a de bons liens dans sa famille, de bons liens avec ses amis et un bon lien avec l'autorité? Ce sont toutes des questions pour moi qui vont établir où se situe cette personne dans un réseau collectif et comment se situe cette personne avec son soi-même, son moi profond. Alors, c'est la personne avec son moi profond et la personne dans un collectif. Et quand je reçois cette personne, très rapidement, je peux faire une lecture. Ce n'est pas une lecture par la conversation, c'est une lecture de l'âme de la personne. Parce que moi, je suis communicatrice de l'âme. Alors, je fais une lecture en regardant avec mon troisième œil l'âme de la personne, qui est véritablement cette personne. Et comment on acquiert la lecture du troisième œil? Ce sont par des techniques spirituelles qu'on développe. On peut développer tous ces canaux spirituels. Et le troisième œil, qui nous permet d'avoir des images spirituelles ou des lectures spirituelles, on peut les développer, tout comme on peut développer son talent culinaire, son talent mathématique, son talent médicinal, on peut développer son talent spirituel. Alors pour moi, l'approche holistique de la santé, c'est une approche qui me permet d'entrer en contact euh, avec la personne au niveau de son corps, de ses émotions, de son intellect, de ses pensées et de son esprit. Oui. Et quelle place vous pensez que ça détient les approches holistiques de la santé dans un monde moderne comme le monde d'aujourd'hui? Je pense que la nouvelle génération qu'on a appelée les jeunes indigo, par exemple, où la jeune génération est beaucoup plus ouverte à l'approche holistique ou à la place de l'âme dans notre vécu, d'être en lien avec son âme. Je pense que c'est une génération qui est beaucoup plus ouverte parce qu'on est en fait à l'ère de l'âme. On a été à l'ère de la matière, on a développé les technologies, on a développé tout ce dont on a besoin pour... on a développé les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les avions, les jets. On a tout développé pour explorer le monde. Ça, c'est l'univers de la matière. Ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il fallait développer notre esprit.
Alors, il y a eu toutes les théories pour développer, et on a malheureusement trop souvent dit que l'homme était plus cognitif que la femme parce que la femme était trop émotive. On a entendu toutes sortes de choses à ce niveau-là. Ça, c'était l'ère de la pensée. Maintenant, on entre dans l'ère de l'âme. C'est-à-dire que de plus en plus, on va tenir compte d'un moi très profond, d'un moi intérieur, très sensible, très intuitif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tellement de jeunes et de personnes aujourd'hui qui souffrent d'angoisse et de stress et d'anxiété. Parce que les personnes qui sont très sensibles n'ont pas nécessairement la réponse à leur angoisse ou à leur anxiété parce que cette anxiété est créée par des ondes et tout est fait de vibrations. L'ordinateur est fait de vibrations, nous sommes faits de vibrations, les plantes, les arbres, les maisons, les voitures, tout a une vibration. Et nous, pour nous recentrer, on doit être dans la nature. Parce que dans la nature, la vibration est à son maximum. La vibration près de l'eau est à son maximum. Sur l'eau, c'est encore mieux. Dans l'eau, c'est encore mieux. Dans les montagnes, à haute altitude, les vibrations sont encore meilleures. Elles sont encore plus pures, elles sont loin de la pollution. Alors, quand on parle de la nouvelle génération qui souffre d'anxiété, c'est un message qu'il faut retourner vers la nature plus souvent parce que nos villes sont polluées. Par exemple, un poisson qui est dans l'eau polluée et qu'on oublie de faire le changement d'eau va mourir ou il sera malade. Nous sommes dans des villes polluées. L'air est pollué, la nourriture est polluée, on a trop de pesticides sur nos aliments. L'eau est souvent polluée. Alors nous, comment on peut se dépolluer? C'est par la méditation. Pour faire entrer une lumière pure. On peut le faire, ça c'est le pouvoir spirituel, jumelé avec le pouvoir de la pensée. Ça va ensemble. Et ainsi, le corps va s'harmoniser avec une vibration intérieure qui est beaucoup plus haute que toute vibration qu'on peut retrouver dans la ville, par exemple. Et ça, c'est par l'effort mental et spirituel et corporel de se mettre dans un état corporel méditatif par le tai chi, par le yoga, par le qigong. C'est une volonté de faire un exercice ou de prendre un moment pour tout aligner. Notre pensée, nos émotions, la lumière pure et notre corps dans un moment de quiétude profonde. Et tout ça nous permet d'augmenter nos vibrations tout en étant dans un lieu très agité. On ne peut pas toujours être au haut de la montagne à tous les jours. On ne peut pas être sur l'eau nécessairement tous les jours, mais tous les jours, on peut prendre un moment pour s'imaginer sur la montagne, s'imaginer sur l'eau ou dans l'eau, s'imaginer à la plage et tomber dans une méditation très profonde. Ça augmente nos vibrations et nos fréquences qui guérissent toutes nos cellules internes. Et on se sent mieux. Donc, ce que vous semblez parler, c'est la visualisation, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est le pouvoir de la visualisation. Et par cet outil, on tombe dans une méditation profonde. Et là, on n'a plus besoin de rien faire. On est dans une méditation profonde qui permet à tout notre organisme de se détendre. Et la nouvelle génération dans le monde moderne est très affamée de cette connaissance, a besoin en fait de cette connaissance, mais malheureusement, cette connaissance n'est pas toujours offerte dans tous les centres éducatifs. Alors,
encore aujourd'hui, malgré par contre, dans nos écoles, à l'élémentaire, on introduit de plus en plus la méditation, ce qu'on appelle le mindfulness. Oui. Alors, c'est de plus en plus populaire. Ça a remplacé, cette forme de méditation a remplacé nos écoles religieuses. Vous savez? Alors, aujourd'hui, c'est remplacé par la méditation. Ce n'est plus nécessairement d'aller à un service religieux, mais c'est d'inviter les jeunes dans la classe à s'asseoir et faire une expérience de méditation. Et aussi, ça rejoint d'autres cultures où la famille ou les gens étaient invités à se retrouver dans la nature, à respirer la nature, à recevoir toutes les vibrations de la nature. Et c'était aussi un moment qu'on appelle contemplatif, qui fait aussi partie de la méditation. La contemplation. On aime tous un beau coucher de soleil. On peut tous se détendre et vraiment bien s'amuser avec un beau coucher de soleil. Et si on est en haut de la montagne ou si on est sur une belle plage, la contemplation, c'est vraiment très important aussi. Donc, parlez-moi un peu de votre pratique de EMDR. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Puis, pouvez-vous me donner des exemples concrets un peu de à quoi ça ressemble? Oui. En fait, je suis conseillère en psychologie depuis près de 25 ans. Et quand j'ai découvert le EMDR, qui en anglais, c'est EMDR, je ne l'ai pas traduit en français, mais c'est Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire qu'on se sert du mouvement des yeux en suivant, je vais le faire si je suivais mes doigts. Vous voyez mes yeux qui suivent mes doigts. J'ai des lunettes, c'est un peu difficile. Alors, si moi, je suis la cliente, et ça, ce sont les doigts de la thérapeute, moi, je suis la cliente. Je fais un mouvement des yeux. Et pourquoi on fait le mouvement des yeux? Moi, je ne vois absolument rien. C'est parce que dans notre cerveau, on a deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Chaque hémisphère a des fonctions très précises dans le cerveau. L'hémisphère droit, et au milieu, on a un tissu conjonctif très important. L'hémisphère droit correspond à ce qu'on appelle tout ce qui est plus intuitif, créatif, spirituel, imaginatif, non linéaire. Et tout ce qui est dans le cerveau gauche, est-ce que je dis la différence? Là, je vais recommencer. L'hémisphère gauche va avec le cœur, parce que je suis devant la caméra, ça fonctionne mal. Et l'hémisphère droit est plus linéaire, mathématique, rationnel et linguistique. Donc, nos deux hémisphères sont complémentaires. Quand il y a un traumatisme de l'enfance ou un traumatisme à cause d'un désastre social ou une catastrophe humanitaire ou géographique, là, un tremblement de terre ou l'éclatement d'une bombe ou un accident horrible, ce genre de traumatisme ou l'abus physique, moral, émotif ou sexuel. Tous ces traumatismes font que la personne, quand elle s'est trouvée dans ce traumatisme, il y a une partie de son cerveau à cause de cet incident qui est gelé dans une partie du cerveau. Et quand il y a une activation, soit la personne se retrouve, par exemple, donnons l'exemple d'un gros accident. La personne a été dans un gros accident, soit témoin d'un accident d'auto ou dans un accident d'auto. Alors, la personne, chaque fois qu'elle entendra des freins ou une sirène, il y aura une activation de cette mémoire. Et cette personne va se retrouver dans un état activé, donc elle ne sera plus rationnelle. Elle va être encore dans son état de choc, va être réactivée.
Si la personne ne fait pas de travail psychologique ou thérapeutique, la personne ne se rend peut-être pas compte elle est en état activé et donc elle n'est pas dans son état normal. Il y a une activation d'un traumatisme et la personne réagit de façon colérique ou de façon irrationnelle ou elle tombe de nouveau dans une dépression et elle se demande mais pourquoi je suis si en colère? Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je suis si en colère. J'ai eu cette querelle avec mon conjoint, je ne comprends pas pourquoi. Et moi, mon travail, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a eu effectivement des traumatismes qui font que la personne est prise dans un circuit non rationnel à certains moments. Et alors, pourquoi utiliser le EMDR? C'est pour débloquer une mémoire peut-être enfouie, très profonde, et c'est peut-être même une mémoire qui appartenait aux parents. Ça peut même être transgénérationnel. Ça peut même être une mémoire une histoire qu'on a racontée qui était traumatisante. Par exemple, j'ai une cliente dernièrement qui est Ojibwe et qui a vécu énormément de violence dans sa famille. Et d'où était l'origine de la violence? C'était les parents qui étaient dans les écoles résidentielles, dans les pensionnats, et qui, eux, avaient vécu beaucoup de violence. Alors, la violence est passée des parents, et maintenant, les parents ont passé cette violence à leurs enfants, et cette personne me disait, mais j'ai trop de colère, je réagis toujours avec colère, là, je ne peux plus vivre avec ma colère, et ça m'empêche de continuer mon travail, ça me donne des relations difficiles avec les gens, je me retrouve toute seule, je suis toujours choquée avec mes amis. Et on est remonté à la source et avec le travail de EMDR, on remplace le traumatisme par on crée une équipe ressources qui sont par exemple des personnages spirituels, des personnages idylliques, comme on peut remplacer par exemple par la déesse Guanyin, Guanyin, c'est la déesse de la compassion. On peut remplacer par, certaines personnes vont me dire Dumbledore. Moi, je veux avoir Dumbledore dans mon équipe, ou je veux avoir Batman dans mon équipe, parce qu'il est fort, il est juste. On crée une équipe imaginaire pour remplacer les traumatismes qui ont été créés. Alors, on dissout, on désensibilise les traumatismes et on remplace par une équipe intérieure. Il y a toutes sortes de techniques que j'utilise aussi conjointement avec le EMDR pour que la personne trouve ce héros intérieur. Il faut retrouver le héros intérieur. Le héros avait probablement 5 ans quand l'enfant jeune avait cette passion pour la vie et elle était forte et elle était créative. Alors, il faut retrouver le lien avec cette personne qui avait tout à la naissance et dans les premières années de vie. Si le traumatisme s'est produit très, très jeune, c'est plus difficile, mais c'est possible de recréer le héros intérieur. D'accord? C'est super intéressant. Oui, c'est très intéressant. Je suis passionnée par la technique. Pour la prochaine question, vous affirmez que nous avons tous le pouvoir en nous de transformer, des pouvoirs de transformation, c'est bien ça? Le pouvoir de transformer. Oui. Et quand on accède à une puissance infinie qui est la source. Oui. Pouvez-vous m'en parler davantage? Oui. Quand je dis que toute personne peut retrouver son héros intérieur, le héros intérieur, c'est une force qui est liée à la force de création. La force de création, le Big Bang de la création,
la création de l'univers. En fait, c'est ce qu'on appelle la source. C'est la force de création de tout ce qui existe. La force de renouveau au printemps. La nature a une force incroyable. La force volcanique, la force des tremblements de terre, c'est une force à l'intérieur de mer, la terre. Il y a des forces incroyables. La force des rochers, la force du soleil, la force des vagues, de l'eau, la force du vent, c'est incroyable. Ce sont des forces qui peuvent tout autant être destructrices qu'elles peuvent être créatrices. Mais nous devons nous devons accéder à la force créatrice. Et quand on accède à cette force par la méditation, par la visualisation, on réénergise nos centres spirituels dans le corps. Malheureusement, à l'école, on ne nous enseigne pas qu'on a des centres énergétiques et des centres énergétiques qui circulent. Mais dans les théories anciennes du taoïsme et du bouddhisme, tous ces enseignements sont offerts au public, aux gens. Mais c'est offert pour seulement ceux qui veulent vraiment se développer spirituellement. Ce sont des pratiques très, très, très anciennes, de milliers d'années, que les empereurs ont recherché pour prolonger la vie. Alors, quand on tape dans ces ressources infinies de la source, premièrement, on peut prolonger sa vie, on peut rajeunir. Les gens me disent que je rajeunis au lieu de vieillir. J'ai plus de 65 ans et les gens, quelquefois, me disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rajeunis. J'ai aucune maladie, je suis en pleine forme, je peux marcher 10 km sans problème, mais parce que je fais la méditation tous les jours. » Et quand on tape dans cette source énergétique, ça nous donne une créativité, une clarté, une passion absolument infinie et beaucoup de joie. Alors, et c'est disponible pour tout le monde, mais il suffit de vouloir faire la pratique. C'est une pratique spirituelle. C'est super intéressant. Pour clore notre belle entrevue, j'aimerais vous entendre encore nous parler. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux élèves, aux étudiants en nutrition holistique au Collège Éducation-Centre? Y a-t-il des choses que vous aimeriez rajouter? Oui. En fait, j'aimerais dire aux gens que la nutrition, quand on parle nutrition, on parle souvent alimentation. Mais la nutrition holistique, c'est beaucoup plus que ce qu'on mange. On nourrit son corps, c'est vrai, mais on nourrit son esprit. Comment on nourrit son esprit? Est-ce qu'on prend le temps de se divertir par des bons divertissements? Mais là, il y a toute une question dans le monde qui nous entoure, il y a plein de forces. Il y a les forces négatives, puis il y a les forces positives. Alors, à un moment donné, comme individu, il faut faire un choix. Alors, est-ce qu'on veut se nourrir de forces positives ou est-ce qu'on va se laisser prendre par la culture populaire? Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de cultures populaires, le cinéma, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de meurtres. Et moi, personnellement, j'ai choisi depuis longtemps de me nourrir que de choses positives. Alors, c'est certain que je vais réduire mon accès aux nouvelles, parce que souvent les nouvelles sont très négatives. Alors, je vais me nourrir de choses positives, une bonne alimentation. Alors, je bois à l'occasion, parce que sinon, ça peut avoir un effet sur mon corps si je prends trop d'alcool. Alors, fumer, c'est certain que je ne fume pas. Est-ce que je crois aux drogues? Non, je ne crois pas aux drogues, seulement si c'est vraiment balancé avec d'autres pratiques. C'est certain que certaines personnes ont besoin de leur médication, mais je crois profondément que toute personne peut transformer toute maladie quand on tape dans cette source infinie. Alors, la nourriture, ce n'est pas seulement l'alimentation, c'est nourrir son corps, son esprit par la positivité
Et nourrir en faisant des choses qu'on aime, en rencontrant des gens qui nous font grandir, qui nous font sourire, qui nous font aimer la vie. Et comment nourrir son âme? Comment les gens nourrissent son âme? Prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce qui nourrit mon âme? Et qu'est-ce que ça veut dire nourrir son âme? Qu'est-ce que c'est une pratique spirituelle? Pour certaines personnes, j'ai une amie qui est artiste, mais être dans son studio, ce n'est pas suffisant. Pour elle, se nourrir spirituellement, c'est d'aller promener ses chiens dans la nature et de longues marches, loin des téléphones, loin des ordinateurs, loin du bruit, et de prendre le temps de regarder et de respirer. Ça, c'est une nourriture spirituelle. Prendre le temps d'être tranquille et silencieux pour calmer la pensée, pour être vraiment dans son cœur et dans son corps. Parce que la pensée a un très gros impact sur notre bien-être, sur notre santé. Si on a trop de pensées négatives, notre corps va en souffrir. Et si on a des pensées, si on est capable de changer nos pensées négatives, et vous seriez surprise le nombre de pensées négatives par minute. Si seulement les gens observaient leurs pensées négatives ou leurs émotions négatives. Par exemple, quelqu'un est à l'ordinateur. « Oh zut, j'arrive pas. » Ça, c'est une pensée négative. Oh, intéressant. Comment vais-je résoudre cette situation avec mon ordinateur? Je sais que je peux la résoudre. Alors, il y a deux façons toujours de réagir à quelque chose. On peut réagir négativement ou on peut réagir en ayant toute la confiance que ça va très bien aller. J'ai toute la créativité et j'ai toute l'intelligence pour être capable, toutes les ressources pour être capable de résoudre la situation calmement, avec le sourire. Alors, il faut observer dans notre quotidien combien de pensées négatives nous avons parce qu'elles auront un effet négatif sur notre santé. C'est intimement relié, corps et esprit, intimement relié. Sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Ça me fait énormément plaisir. Et salutations à tout le monde.